Le mythe d'Hitler. La propagande l'a réduit à un homme qui serait entré dans l'histoire en surgissant du néant. Un être qui se veut supérieur à tous les autres, sans attache, sans origine. Dans cette caricature, il n'y a pas de place pour la famille. Personne ne doit en entendre parler. Son demi-frère Aloïs tient un restaurant à Berlin. Sa demi-sœur Angela est femme au foyer. Sa sœur Paula est fiancée à un tueur en série. Un de ses neveux part à la guerre. Au nom de son oncle, un autre lui déclare la guerre. I hope to take an active part in the liquidation of this man, my uncle, who has unleashed such misery upon the world. Une famille qui cache bien des secrets. Des études récentes ont révélé pourquoi le tyran reniait ses origines. Il craignait que sa famille ne le rendît vulnérable. Mais qui étaient ses proches parents? Quel rapport entretenait le dictateur avec eux? Et que pensait-il de lui? Hitler n'aurait rien dit si on l'avait décrit comme le pire antisémite du monde ou comme un leader mégalomaniaque qui n'hésitait pas à sacrifier des millions de vies pour relever d'incroyables défis militaires. Ça ne l'aurait pas dérangé, même s'il y avait une chose qu'il ne voulait pas entendre dire de lui, c'est qu'il se comportait en bon père de famille. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas grand-chose concernant les proches d'Hitler. De nombreuses traces ont été effacées. Les historiens Timothy Reibach et Florian Bayerl tentent d'éclaircir le mystère. Quand on commence à étudier son histoire familiale, c'est impressionnant de voir tout ce qui n'a jamais été révélé. Et je crois que le seul moyen pour Hitler d'y faire face était de mettre tout ça sous clé et de le cacher au grand public. L'un des chapitres les plus sombres concernant la famille d'Hitler n'a été dévoilé que récemment. En janvier 1944, le secrétaire d'Hitler, Martin Bormann, reçoit un étrange document, un dossier secret de Himmler concernant la famille d'Hitler au contenu extrêmement actuel pour l'époque. Sur ordre du chef des SS, des agents de la Gestapo s'étaient rendus à Graz, en Autriche, pour vérifier si les rumeurs étaient fondées. Il se murmurait que les proches du Führer habiteraient dans cette ville, des débiles et des fous, selon le rapport, une monstrueuse allégation. Un commando SS a retrouvé celui qui avait fait courir ces rumeurs et a constaté que la famille Veit, habitant à Graz, était bien directement apparentée à Adolf Hitler et qu'elle présentait des cas de maladie mentale héréditaire, comme par exemple la petite nièce d'Hitler, Aloysia Veit. Son dossier médical a été découvert il y a seulement peu de temps et examiné avec l'aide du directeur de l'Institut de médecine légale à l'université de Munich. On constate que chez la famille Veit, les frères et les sœurs souffrent aussi d'anomalies sur le plan psychique. Pour le dire de façon plus familière, dans cette famille, le ver était dans le fruit. Et quand on remonte aux origines, on se rend compte qu'il y avait aussi des anomalies sur le plan psychique dans la lignée des ancêtres. On est en droit de se demander s'il n'y avait pas des prédispositions dans la famille d'Adolf Hitler qui auraient pu entraîner le développement de maladies mentales. Aloysia Veit, petite nièce d'Hitler, souffre de schizophrénie. Elle passera 9 ans enfermée ici dans l'hôpital psychiatrique am Steinhof de Vienne. À l'époque, le programme d'euthanasie nationale socialiste classe des milliers de malades dans la catégorie « ne mérite pas de vivre ». Aloysia est transférée à l'asile du château d'Artheim, en réalité un centre d'euthanasie. C'est une condamnation à mort. À l'époque nazie, environ 30 000 malades mentaux auraient été assassinés ici. Aloysia Veit
meurt en décembre 40 dans la chambre à gaz du château d'Ardheim, victime d'un programme meurtrier mis en place par son grand-oncle, Adolf Hitler. Avril 1945. À Berlin, la dernière bataille fait rage. La chute est imminente, mais Hitler pense quand même à la perpétuité de son propre mythe. Aucun objet personnel ne doit être conservé pour la postérité. L'aide de camp d'Hitler, Julius Schauve, se voit confier une dernière mission d'ordre privé. Il vide les coffres-forts contenant la correspondance personnelle du dictateur, détruisant tout ce qui pourrait renfermer des informations sur Hitler en tant qu'individu. À l'intérieur de la résidence d'Hitler, dans les Alpes, se trouvent encore d'autres lettres, documents et photos. Là aussi, Schaub brûle tous ces indices faisant référence à la famille d'Hitler. Berchtesgaden, 5 mai 45, les soldats américains de la 101e division aéroportée atteignent le Berghof, le nid d'aigle d'Hitler. Après la guerre et l'Holocauste, les vainqueurs veulent tout savoir sur son principal responsable. Les services secrets américains passent la région au peigne fin à la recherche des proches du dictateur. Dans la cave de l'hôtel Berchtesgadener Hof, l'officier George Allen du CIC découvre une valise appartenant à la sœur cadette d'Hitler, Paula. Une photo de la mère du dictateur révèle l'identité de la propriétaire de la valise. Les Américains se mettent en chasse. Hitler a fait mettre sa sœur Paula en sécurité durant les derniers jours de la guerre. Dans un chalet isolé sur le massif de l'Obersalzberg. C'est là que Paula Hitler est arrêtée. Avec son aide, les services secrets espèrent en savoir un peu plus sur le profil psychologique du dictateur. Ils ont commencé à lui poser des salves de questions sur son frère, sur ses sentiments à son égard. Soudain, elle a eu les larmes aux yeux, et quand l'interrogateur l'a pressée d'avouer qu'elle pleurait pour Adolf Hitler, elle lui a dit « N'oubliez pas, c'était mon frère ». Je pense que cette simple phrase résume bien la relation qu'entretenait Paula avec lui. À l'époque nazie, à la demande de son frère, Paula Hitler vivait sous un nom d'emprunt, Paula Wolf. Quelques années après la fin de la guerre, elle écrit ses mémoires. Ce document est longtemps resté introuvable. Comment considérait-elle son frère après tout ce qui s'était passé ? Près de la fenêtre, il y avait une table sur laquelle il y avait une grosse machine à écrire ancienne. Dans l'ouvrage que Paula écrivait, elle faisait une comparaison entre son frère et Napoléon. Aujourd'hui, Napoléon est un héros en France. Et elle était intimement persuadée qu'il se passerait la même chose avec son frère, que plus tard il serait considéré comme le héros de l'Allemagne d'alors. Dans les mémoires de Paula, son enfance passée à Linz, au début du XXe siècle, occupe le premier plan. Elle raconte comment son frère a pris la place de leur père dans la famille après la mort de celui-ci. À l'époque, elle le vénère déjà, bien qu'il passe son temps à surveiller et à la tourmenter. Comme elle le dit, plus d'une fois j'ai reçu dans le visage la main vive de mon frère. Les occasions ne manquaient pas. À l'époque, Paula fait déjà honte à Adolphe, qui la trouve trop faible. Les mémoires de Paula ne contiennent aucune allusion à sa propre implication dans le Reich d'Hitler. Il y a une raison à ce silence. Après la soi-disant annexion de l'Autriche, Paula veut s'installer ici, dans le village de Weizen. Sur ordre de son frère, elle doit vivre dans l'anonymat et prend donc le nom de Paula Wolf. On le savait.
même si elle ne voulait pas l'avouer. L'information selon laquelle elle était la sœur d'Hitler s'était ébruitée de toute façon. Cette maison plaît à Paula et elle veut la voir, mais la propriétaire n'a aucune envie de vendre. La propriétaire de la maison a reçu une lettre de Madame Wolf, la prévenant que si elle ne voulait pas lui vendre la maison, elle trouverait d'autres moyens de l'acquérir coûte que coûte. La menace fait son effet. Paula acquiert la propriété, en cadeau, car c'est son frère qui paye. Elle s'y installe en 1940 et se fiance avec le docteur Erwin Jeklus. J'avais entendu dire certaines choses à propos de son fiancé, comme quoi il aurait fait supprimer des gens qui étaient handicapés. Le docteur Jeklus est médecin-chef à l'hôpital psychiatrique am Steinhof de Vienne. C'est là qu'Aloysia Veit, la petite nièce d'Hitler, fut enfermée durant 9 ans. Le fiancé de Paula est un exécuteur volontaire dans le programme d'euthanasie. Il enverra plus de 4000 malades à la chambre à gaz. La sœur d'Hitler le sait. Malgré tout, elle veut épouser le médecin et demande l'autorisation à son frère. Hitler réagit de manière psychotique. Il fait arrêter le fiancé de sa sœur et l'expédie sur le front de l'Est. Lui seul décide qui peut côtoyer la famille. Erwin Jekelius est emprisonné par les soviétiques. Il meurt en détention en 1952. Berchtesgaden, 1958. Voici un enregistrement vidéo anonyme de Paula Hitler, alias Paula Wolf. Elle vit seule, en bénéficiant des aides sociales. Seuls quelques gens du pays connaissent sa véritable identité. La même année, le réalisateur britannique Peter Morley tourne un documentaire sur la dictature nazie, avec des témoins de l'époque, alors proches de Hitler. Tyranny. The years of Adolf Hitler. Ce sera la première et unique interview télévisée de Paula Hitler. J'étais très impressionné d'être assis à côté de la sœur de l'homme qui représentait l'incarnation du mal. Le contraste était total. C'était une dame toute simple, très discrète, très réservée. Je n'arrivais pas à croire qu'un être aussi odieux ait pu avoir cette petite bonne femme comme sœur. C'était tout le contraire de ce qu'on avait toujours entendu dire sur Hitler. En fait, je dirais que, comparée à lui, elle était, pour ainsi dire, diaphane. Madame Hitler ne tolère aucune question en rapport à la politique. Les vidéos de l'interview restèrent longtemps introuvables. Seule la version anglaise a été conservée. Als mein Bruder Adolf ungefähr 2 Jahre alt war, ist einmal auf eine Leiter hinaufgestiegen bis zur obersten Sprosse. Und die Mutter hat gehört, dass When my brother Adolf was about 2 years old, he once climbed up a ladder to the top rung. Mother heard that he was up there on the ladder and was frightened to death. Sie sagte immer, Bubi, komm herunter. Elle parlait de lui avec une sorte de détachement. Elle a raconté que quand il jouait aux Indiens étant enfant, il voulait toujours être le chef du groupe. On pouvait voir qu'elle en était plutôt fière. Mein Bruder Adolf war beim Indianerspielen immer der Anführer. Die anderen, seine Spielkameraden... When we children played Red Indians, my brother Adolf was always the leader. All the others did what he told them. They must have had an instinct that his will was stronger than theirs. Une femme partiale qui ne se voit que comme la petite sœur et ne veut voir le criminel du siècle que comme son frère. Elle avait énormément de respect pour lui. Je pense que si j'avais abordé n'importe quel sujet impliquant un regard critique sur son frère, elle l'aurait défendu. C'est le sentiment que j'ai eu. Elle aurait considéré comme un devoir de prendre sa défense. Paula n'est pas la seule à avoir survécu à la guerre.
Le demi-frère aîné d'Hitler, Alois Jr., est également toujours là. En 1945, avec sa femme Hedwig, il fuit Berlin pour se réfugier à Hambourg. Aujourd'hui, pour la première fois, un témoin a accepté de parler. C'est la fille adoptive d'Aloïse et de Hedwig Hitler. Elle tient à rester anonyme. Pour la première fois, elle parle du frère du dictateur. On a appris que c'était le demi-frère d'Adolf. On a eu connaissance de certains éléments concernant ses origines, mais on a gardé le secret. Il ne fallait jamais en parler autour de nous. Je le revois encore, très mince, avec des cheveux gris et une petite moustache. D'ailleurs, c'est drôle, il avait la même moustache qu'Adolf. La parenté avec Aloïs se transforme rapidement en véritable fardeau. À chaque fois, pour le contrôle des passeports, c'est ça que l'on remarque, le nom de famille est le même que celui de l'ex-Führer. Mais on ne peut facilement changer ça. Hitler se transforme en Hiller. Toutefois, Aloïs ne tire pas un trait sur le passé. Tout allait bien pour lui à l'époque du régime nazi. Il en appréciait les avantages. Que pense-t-il donc de son demi-frère? C'était probablement une sorte de relation amour-haine. Mais Aloïs n'éprouvait pas de fierté pour son demi-frère. Sinon, il ne se serait pas terré à Hambourg. Je ne crois pas qu'il était fier de lui. L'ancien restaurateur fortuné est désormais simple ouvrier. Il a été classé par un tribunal de dénazification parmi les personnes au faible degré de responsabilité au sein du parti nazi. Il avait tout perdu, notamment son fils. Et il ne pouvait probablement pas tirer un trait sur l'histoire aussi facilement. À la fin, c'était un homme brisé. En 1945,